À travers textes, journaux de voyage, l'Amérique d'Albert Camus. Le Journal d'Amérique du Nord de Camus est le journal d'un auteur peu reconnu. De mars à mai 1946, il note ses impressions, admiratif et critique, face au nouveau monde qu'il découvre et ses gratte-ciel qui s'imposent devant lui. Ce voyage outre-Atlantique s'inscrit dans la vague plus globale du voyage de journalistes, d'intellectuels français qui traversent l'océan après la guerre pour prendre la température du nouveau monde d'où viennent les alliés salvateurs. Ainsi, déjà, comment ne pas observer en parallèle le voyage de Camus et celui de Sartre, qui partit à la même période sur ordre du premier pour une série de reportages pour le journal Combat. Sartre, quant à lui, avait rêvé d'Amérique, beaucoup plus que Camus. L'Eldorado de Sartre, c'était les Faulkner, les Dos Passos, et cette littérature américaine, embryonnante, naissante, qui dépassait à peine les frontières. Alors, Sartre fit la fête à New York, il rencontra Dolores et s'est pris du jazz. Dans ses toutes premières situations, Sartre raconte aussi que l'Amérique lui fera prendre le tournant politique, celui qui le suivra désormais jusqu'à la fin de sa vie. Rien des événements français, ni le Front populaire, ni la situation des dockers, n'aura dans ce tournant sartrien cette force américaine qui pesa tant. Mais revenons à Camus. Pour lui, l'Amérique reste un contraste d'égale valeur, ne penchant ni d'un côté ni de l'autre. Précisons aussi que son journal d'Amérique du Sud sera pour lui d'une autre dimension. Contrairement au premier, il sera le journal de voyage d'un auteur bien reconnu. Alors, l'Amérique s'affirme à Camus et Camus découvre l'Amérique. Et de celle-ci, il en dit bien plus. Fatigué, ma grippe revient. Et c'est les jambes flageolantes que je reçois le premier coup de New York. Au premier regard, hideuse ville inhumaine. Mais je sais qu'on change d'avis. Ce sont des détails qui me frappent. Que les ramasseurs d'ordures portent des gants, que la circulation est disciplinée, sans intervention d'agents au carrefour, que personne n'a jamais de monnaie dans ce pays et que tout le monde a l'air de sortir d'un film de série. Le soir, traversant Broadway en taxi, fatigué et fiévreux, je suis littéralement abasourdi par la foire lumineuse. Je sors de 5 ans de nuit et cette orgie de lumière violente me donne pour la première fois l'impression d'un nouveau continent. Une énorme enseigne de 15 mètres pour les camels, un GI bouche grande ouverte laisse échapper d'énormes bouffées de vraie fumée. Le tout est jaune et rouge. Je me couche malade du cœur autant que du corps, mais sachant parfaitement que j'aurai changé d'avis dans 2 jours. L'Amérique apparaît droit devant Camus. On pourrait penser au choc monumental d'un Européen marqué par les destructions de la guerre qui s'échoue en pays gigantesque. Pourtant, Camus n'aperçoit pas les gratte-ciel, c'est-à-dire qu'il les voit, mais ils lui paraissent naturels. Les proportions sont équilibrées, précise-t-il, alors rien d'alarmant. Ce qui ne rend pas la ville belle pour autant. Ville hideuse, nous dit-il dans ce passage,
en précisant bien sûr qu'il aura vite changé d'avis. Déjà, il admire les couleurs vives qui jaillissent de partout, taxis, robes, même si elles lui donnent le tournis. Tout comme les liftiers présents par milliers, ajoute-t-il, qui montent et descendent sans cesse leurs tours vitrées, peu importe sa dimension. Petit à petit, Camus s'habitue à l'environnement. C'est un bon moment, dit-il, quand les gratte-ciel tranchent avec cette monotonie du ciel bleu lorsqu'il lève la tête. Encore un bon moment, écrit-il ensuite lorsqu'il engloutit un nouvel exemplaire d'Ice Cream. Camus semble prendre goût à l'Amérique et aux qualités de l'Américain. Hospitalité, générosité et cordialité, finit-il par le qualifier. Pendant sa visite, il assiste au spectacle, à des cirques, il va au théâtre. Camus s'imprègne de la vie américaine. Il raconte ce qu'il a fait de ses journées, il sent cet air américain. Camus, en fait, cherche ce qui se passe en Amérique. Il flaire, il renifle, il veut savoir. Mercredi. Un peu mieux ce matin. Visite de Liebling du New Yorker, homme charmant. Caromonte puis Rubé. Les 2 derniers mois déjeunons dans un restaurant français. CH parle de l'Amérique comme personne, à mon avis. Je lui fais remarquer les funeral homes. Il m'en raconte le fonctionnement. Une des façons de connaître un pays, c'est de savoir comment on y meurt. Ici, tout est prévu. You die and we do the rest, disent les affiches publicitaires. Les cimetières sont des propriétés privées. Dépêchez-vous de retenir votre place. Tout se passe dans le magasin, transport, cérémonie. Un homme mort est un homme fini. Chez Gilson, radio. Puis chez moi avec Vercors, Timray et O'Brien. Conférence de demain. À 6h, un verre avec Graal au Saint-Régis. Je reviens par Broadway, à pied, perdu dans la foule et les énormes enseignes lumineuses. Oui, il y a un tragique américain. C'est celui qui m'oppresse depuis que je suis ici, mais je ne sais pas encore de quoi il est fait. Ce sont les cimetières, si chers à Philippe Roth, qui indiquent ici à Camus que quelque chose en Amérique ne tourne pas rond. Ou au contraire, fonctionne un peu trop. Élie Faure, fabuleux avant-gardiste poussé dans l'ombre, disait à propos des États-Unis « C'est un creuset extraordinaire, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. » Voilà un peu Albert Camus. Face au cimetière, l'homme de Roth médite et contemple sa condition. Face au cimetière, Camus se rend compte de la machinerie américaine. Des affiches publicitaires se chargent de signaler les meilleures offres d'enterrement. La propriété s'empare du lieu de l'homme mort. Même dans le royaume des défunts, le marché règne en maître. On achète, on loue, on prévoit sa place. On cherche le meilleur ticket. L'économie a soutiré à l'homme toutes ses économies. Elle s'est infiltrée dans la demeure humaine pour s'y installer, ne laissant de place qu'à ceux en pleine capacité d'achat. Camus perçoit ces notes dissonantes d'Amérique, ce tragique américain comme il le qualifie, et qu'il tente de cerner. Il est face à ce monde qui lutte contre les obstacles que lui oppose la nature, disait Tocqueville. Pas faux. Les États-Unis les repoussent, ces obstacles, à grands coups de construction. 2 ans plus tard, Camus se rend en Amérique du Sud, et il décide de faire la même chose que pour les États-Unis, tenir un journal. Et il aboutit au même constat.
empiètement du naturel par l'humain. La valse de l'économique, là-bas aussi, a débuté. Voilà ce qu'il dit. Le contraste le plus frappant est fourni par l'étalage de luxe des palaces et des buildings modernes avec les favelas à 100 mètres quelquefois du luxe, sorte de bidonvilles accrochés au flanc des collines, sans eau ni lumière, où vit une population misérable. Jamais le luxe et la misère ne m'ont paru si insolemment mêlés, finit-il. Autrefois vierges, les contrées du Grand Ouest américain, ou celles de l'empire de la forêt plus au sud, commencent à être prises d'assaut. Camus fait ce constat amer, lui qui avance marié à la nature, depuis ses premières lignes de la mort heureuse jusqu'au bout des noces, de l'été et de l'exil. L'Amérique n'aura pas ses faveurs, mais pas ses défaveurs non plus, contrairement à Sartre qui la prendra en grippe. Camus, lui, restera seulement en distance de l'Amérique, louant quelquefois son esprit de liberté. Seulement, l'Amérique du Sud fait encore scintiller des pans de nature intouchés. Les réflexions de Camus sur la mer, l'océan, durant sa traversée, pour se rendre dans ce deuxième voyage d'Amérique sont cruciales. « Je finis la journée, dit Camus, comme d'habitude devant la mer, somptueuse ce soir sous la lune, qui écrit sur la houle lente des cygnes arabes en traits phosphorescents. Le ciel et les eaux n'en finissent plus. Chaque soir, sur le bateau, il est devant la mer. Voilà qui lui parle. Il note tous ses aspects. Mer du matin, mer de midi. L'eau, consubstantielle à son travail, là où il se perd et là où se perdra son personnage de la mort heureuse. L'espace suffit-il à créer la culture ? Me demande le brave professeur brésilien. C'est une question qui n'a pas de sens. Mais ces espaces sont seuls à la mesure des progrès techniques. Plus l'avion va vite, et moins la France, l'Espagne, l'Italie ont d'importance. Elles étaient nations, les voilà provinces, et demain, villages du monde. L'avenir n'est pas chez nous et nous ne pouvons rien contre ce mouvement irrésistible. L'Allemagne a perdu la guerre parce qu'elle était nation et que la guerre moderne demande les moyens des empires. Demain, il y faudra les moyens des continents. Et voilà les deux grands empires partis à la conquête de leur continent. Qu'y faire ? Le seul espoir est qu'une nouvelle culture naisse et que l'Amérique du Sud aide peut-être à tempérer la bêtise mécanique. Voilà ce que je dis, mal, à mon professeur, pendant que nous laissons couler le sable entre nos mains devant une mer sifflante. Si l'économie prend tout, reste-t-il quelque chose à tirer d'Amérique ? Existe-t-il un presque rien qui contrarierait l'emprise croissante du matériel ? La question qu'il cite au début de ce passage a peut-être un petit peu plus de sens qu'il ne le dit. L'espace suffit-il à créer la culture ? Un peu plus tard, la réflexion des médiologues, dont un certain Régis Debray, tentera de penser l'épaisseur de ces éléments. L'espace américain s'oppose au temps européen. Le premier s'étend, le second s'enracine. La hauteur des buildings n'a pas son opposé en racines. Quelques fondations en béton, mais alors pour quelle culture ? L'Amérique du Sud est peut-être une chance. Car Camus rencontre Stiglitz et retranscrit ce qu'il lui dit. « N'espérez rien de l'Amérique, dit-il. Sommes-nous une fin ou un commencement ? Je crois que nous sommes une fin. C'est un pays où l'on ne connaît pas l'amour. »
Conclusion fatale pour Camus, tout devait se finir dans l'amour pour lui. Alors, c'est évident qu'il ne trouvera rien en Amérique, du moins rien qui pourra matérialiser son œuvre. Le passage à Québec est une oasis dans l'immensité sans relief. À la pointe du cap Diamond, Camus s'émerveille comme jamais ailleurs lors de son voyage. Il nous dit « Pour la première fois dans ce continent, l'impression réelle de la beauté et de la vraie grandeur. » Peut-être déçu de ce qu'il a vu, Camus ne partira guère plus après l'Amérique du Sud. Il refusera le Japon, se déplacera peu en dehors d'un périmètre restreint. Il dit à M. Germain, son fameux professeur, « Mon voyage en Amérique m'a appris beaucoup de choses qu'il serait trop long de détailler ici. C'est un grand pays, fort et discipliné dans la liberté, mais qui ignore beaucoup de choses, et d'abord l'Europe. » Le voyage en Amérique sera pour Camus, comme pour Sartre, un déclencheur. De leurs réflexions respectives d'une part, mais aussi de leur éloignement. Les valeurs sont préexistantes, dit Camus, quelque part dans ce journal d'Amérique. Et il ajoute « contre l'existentialisme moderne ». Éloignement théorique entre les deux penseurs, puis amical ensuite, comme on le sait. Mais d'abord, l'Amérique comme dénominateur commun. C'était À travers texte par Thomas Dutrier. La prochaine fois, dans le journal de Jules Michelet.